Au moment où les officiers sud-africains analysent leurs propres rapports confidentiels, une conclusion inquiétante apparaît. Si un affrontement majeur éclate, leurs chars existants risquent de ne pas survivre face aux blindés modernes présents dans la région. Acheter un remplaçant semble évident, mais une réalité brutale s'impose immédiatement. Le pays est isolé par des sanctions internationales et aucun fournisseur étranger ne peut légalement livrer de nouveaux chars. Une question devient centrale. Comment maintenir une armée blindée quand le monde entier refuse de vendre la technologie nécessaire? Dans les années marquées par l'isolement politique, l'armée sud-africaine dépend encore largement de chars Centurion acquis auparavant auprès du Royaume-Uni. Ces véhicules, conçus pour une guerre européenne d'une autre époque, restent robustes, mais commencent à montrer leurs limites face à des armements plus récents déployés dans les conflits régionaux d'Afrique australe. Les responsables militaires comprennent que remplacer totalement la flotte est impossible à court terme. L'industrie nationale ne possède ni l'expérience complète de conception d'un char moderne, ni l'accès libre aux composants critiques, notamment certains systèmes électroniques et éléments de motorisation. La décision ne vient pas d'une ambition technologique, mais d'une contrainte stratégique. Les planificateurs militaires réalisent qu'abandonner les forces blindées signifierait perdre un avantage opérationnel essentiel dans les vastes espaces du sud du continent africain. Le char reste un outil clé pour la mobilité, la protection et la dissuasion. Sans solution rapide, l'équilibre militaire régional pourrait basculer. Le projet qui commence à émerger n'est donc pas celui d'un nouveau char, mais celui d'une transformation profonde de ce qui existe déjà. Le basculement intervient lorsque les ingénieurs examinent en détail le potentiel caché du Centurion. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle il s'agit simplement d'un matériel dépassé, la structure du véhicule offre encore une marge de modernisation importante si plusieurs systèmes sont remplacés simultanément. Cette découverte change la nature du problème. Il ne s'agit plus seulement de prolonger la durée de vie d'un ancien char, mais de tenter de créer une plateforme capable d'affronter des menaces contemporaines sans accès direct aux technologies étrangères. Cependant, chaque solution envisagée entraîne une dépendance nouvelle envers des capacités industrielles que le pays doit développer presque seul. Modifier le moteur implique de repenser la transmission. Renforcer l'armement exige d'adapter la stabilisation et les systèmes de tir. Améliorer la protection augmente la masse et menace la mobilité. Très vite, les ingénieurs comprennent qu'ils ne modernisent pas un char, ils redéfinissent ses limites physiques. À mesure que les discussions avancent, le coût potentiel d'un échec devient évident. Si le programme échoue, l'armée perdra du temps, des ressources et sa crédibilité stratégique, tout en restant équipée de véhicules dépassés. Pourtant, attendre une solution parfaite n'est plus possible. Le choix se transforme en pari national, transformer un héritage du passé en arme capable d'assurer l'avenir. Lorsque le nom Olifant commence à circuler dans les documents internes, une dernière interrogation demeure. Le pays est-il en train de créer un char nouveau ou simplement de repousser le moment où ses limites apparaîtront au grand jour? Les réunions opérationnelles deviennent plus urgentes lorsque les commandants sud-africains analysent l'évolution des combats dans la région. Les renseignements militaires indiquent que plusieurs forces adverses reçoivent des chars des origines soviétiques plus récents, dotés d'une puissance de feu supérieure et de systèmes modernes. Pour la première fois, les planificateurs envisagent sérieusement la possibilité d'un affrontement où les centurions existants seraient dépassés dès le premier contact. La question cesse d'être théorique et devient immédiatement opérationnelle. La première tension apparaît lorsque l'état-major compare les distances du théâtre africain aux capacités réelles de ses blindés. Les vastes zones désertiques et semi-désertiques exigent endurance mécanique et autonomie élevée. Or, les véhicules disponibles nécessitent une maintenance lourde et des pièces difficiles à remplacer sous sanction. Chaque panne potentielle devient un risque stratégique, car les chaînes des approvisionnements traditionnels sont désormais fermées. L'armée découvre qu'elle ne manque pas seulement de nouveaux chars, mais aussi de la capacité de maintenir les anciens sur la durée. Un tournant inattendu survient lorsque les ingénieurs réalisent que certaines pièces essentielles doivent être reproduites localement sans documentation complète des fabricants des origines. Les équipes industrielles commencent alors à recréer des composants par rétro-ingénierie, un processus lent et incertain. Cette démarche transforme progressivement le projet militaire en défi industriel national.
Le programme Olifant cesse d'être une simple modernisation et devient un effort global impliquant ingénieurs civils, ateliers militaires et nouvelles capacités de production. La deuxième zone de tension apparaît lorsque les coûts techniques commencent à augmenter, malgré l'objectif initial des économies. Produire localement signifie tester, adapter et parfois recommencer plusieurs fois. Chaque modification nécessite des essais supplémentaires, alors que l'armée réclame des résultats rapides. Le calendrier politique et le rythme industriel entrent en collision. Attendre garantit une meilleure fiabilité, mais retarder signifie accepter une vulnérabilité immédiate. Un autre élément bouleverse les attentes. Les premières analyses montrent que le terrain africain impose des contraintes différentes de celles pour lesquelles les centurions avaient été conçus en Europe. La chaleur, la poussière et les longues distances accélèrent l'usure des systèmes mécaniques. Moderniser le char ne suffit plus, il faut l'adapter à un environnement entièrement différent. Cette découverte élargit soudainement l'ampleur du projet, bien au-delà de ce qui avait été envisagé. À mesure que la pression augmente, les responsables militaires comprennent que le temps joue contre eux. Chaque mois sans solution crédible réduit la dissuasion régionale et encourage les adversaires à renforcer leurs propres forces blindées. Le programme Olifant devient alors un pari stratégique dont dépend l'équilibre militaire local. Lorsque les premiers prototypes modifiés sont finalement autorisés pour des essais dynamiques, une décision cruciale est prise. Les tests ne serviront pas seulement à évaluer une modernisation, mais à déterminer si toute la stratégie blindée du pays peut encore fonctionner. Les moteurs sont préparés pour le premier essai complet. Personne ne sait encore si la plateforme supportera réellement les transformations engagées. Les premiers essais dynamiques commencent dans une atmosphère tendue, car les ingénieurs savent que le projet vient de franchir un point critique. Le Centurion modifié ne doit plus seulement fonctionner. Il doit prouver qu'une transformation profonde reste possible, malgré les limites d'une plateforme conçue plusieurs décennies plus tôt. Dès les premiers parcours, les équipes constatent une amélioration réelle de la puissance et de la réactivité mécanique. Pourtant, cette réussite immédiate cache une inquiétude plus profonde. Chaque gain de performance rapproche la structure originale de ses limites physiques. La première décision risquée apparaît lorsque les ingénieurs proposent de remplacer le groupe motopropulseur par une solution plus adaptée aux longues distances africaines. Cette modification promet une meilleure mobilité et une autonomie accrue, mais elle exige de repenser la transmission, le refroidissement et l'organisation interne du véhicule. Modifier un seul élément entraîne une réaction en chaîne technique. Le char cesse progressivement d'être un centurion modernisé pour devenir une machine hybride dont aucun manuel des origines ne décrit le fonctionnement complet. Un tournant inattendu survient lorsque les essais révèlent que la nouvelle puissance moteur améliore la vitesse, mais accentue les contraintes sur le train de roulement. Les suspensions, conçues pour une masse différente, subissent des efforts supérieurs aux prévisions initiales. Les ingénieurs comprennent qu'ils doivent choisir entre performance et durabilité. Réduire la puissance compromettrait l'avantage recherché. Continuer impose d'accepter une usure accélérée et de nouveaux programmes de maintenance. La deuxième zone de tension apparaît avec la modernisation de l'armement et du système de tir. Adapter un canon plus performant nécessite une stabilisation plus précise et des ajustements électroniques complexes, alors même que l'accès aux technologies étrangères reste limité. Les équipes locales développent des solutions alternatives, parfois inédites, mais chaque innovation augmente l'incertitude globale du projet. Le char devient plus capable, mais aussi plus difficile à prévoir dans toutes les situations. Le projet change alors d'échelle. Ce qui devait prolonger la vie d'un blindé existant se transforme en programme national d'ingénierie militaire. De nouvelles chaînes de fabrication sont mobilisées, et la réussite du prototype commence à influencer les attentes politiques. Plus le projet avance, plus l'abandon devient impensable, car il engagerait non seulement l'armée, mais aussi la crédibilité industrielle du pays. Un autre retournement apparaît lors des évaluations prolongées. Les tests montrent que certaines améliorations fonctionnent mieux que prévu dans les conditions climatiques locales, offrant un avantage inattendu en mobilité stratégique. Cette découverte encourage les décideurs à pousser encore plus loin les modifications. Le programme entre alors dans une phase dangereuse, où chaque succès justifie un risque supplémentaire. À mesure que les ingénieurs accumulent les changements, une question commence à circuler discrètement parmi les officiers responsables des essais. Le véhicule peut-il encore supporter une modernisation supplémentaire
sans compromettre sa fiabilité fondamentale. Une nouvelle série d'essais intensifs est programmée pour répondre à cette interrogation. Cette fois, les tests devront simuler des conditions proches d'un engagement réel. Les essais intensifs commencent immédiatement après la validation des premières modifications majeures. Cette phase ne vise plus seulement à mesurer les performances, mais à pousser le véhicule jusqu'à ses limites mécaniques réelles. Dès les premières séries prolongées, les ingénieurs observent un phénomène inattendu. Le char amélioré fonctionne mieux que prévu à vitesse élevée. Mais la stabilité générale varie fortement selon le terrain et la charge embarquée. Ce comportement irrégulier n'était pas apparu lors des tests courts précédents. La première tension apparaît lorsque les équipes techniques analysent les données recueillies sur plusieurs jours d'utilisation continue. L'augmentation de masse liée aux améliorations modifie progressivement la répartition des contraintes sur le châssis. Le Centurion avait été conçu pour un équilibre précis entre blindage, moteur et suspension. Les nouvelles configurations déplacent cet équilibre vers une zone jamais testée lors de la conception originale. Le véhicule reste opérationnel, mais sa marge de sécurité devient plus difficile à évaluer. Un retournement survient lorsque certains essais démontrent que les performances sont excellentes dans des conditions spécifiques du terrain africain, notamment sur longue distance ouverte. Cette réussite encourage une partie du commandement à considérer le programme comme déjà validé. Pourtant, les ingénieurs remarquent simultanément une usure accélérée de composants essentiels après des cycles prolongés. Le projet se retrouve dans une situation paradoxale. Plus le char devient performant, plus il se rapproche d'un seuil critique invisible. La deuxième zone de tension apparaît avec les systèmes de refroidissement. L'augmentation de puissance moteur, combinée aux températures élevées, provoque des variations thermiques importantes lors d'utilisation prolongée. Adapter entièrement le système nécessiterait une modification structurelle majeure, incompatible avec les délais militaires. Les équipes techniques doivent alors choisir entre solutions temporaires ou refonte profonde. Chaque option comporte un risque différent, soit opérationnel, soit industriel. Un autre élément inattendu modifie la perception du programme. Les simulations montrent que les conditions africaines favorisent certains aspects du véhicule, notamment sa robustesse structurelle, héritée du design britannique initial. Ce point, considéré auparavant comme une faiblesse liée à l'âge du char, devient soudain un avantage. Cette découverte pousse les décideurs à poursuivre les essais malgré les alertes techniques, renforçant la dynamique du projet au lieu de la ralentir. À mesure que les tests avancent, le programme change d'échelle stratégique. L'armée commence à planifier ses futures capacités en supposant la réussite du Oliphant. Cette anticipation augmente la pression sur les ingénieurs, car un échec compromettrait désormais bien plus qu'un prototype. Il remettrait en cause toute la stratégie blindée nationale. Les rapports finaux des essais prolongés doivent être présentés lors d'une réunion décisive entre responsables militaires et politiques. Pour la première fois, une question apparaît clairement dans les documents préparatoires. Le char peut fonctionner, mais peut-il survivre à une utilisation réelle, prolongée, sans provoquer une crise logistique imprévue? La décision qui suivra ne concernera plus seulement une amélioration technique, mais l'avenir complet du programme. La réunion décisive commence sans démonstration technique supplémentaire. Les résultats des essais prolongés sont déjà connus des participants, et chacun comprend que la discussion ne porte plus seulement sur les performances du véhicule. Les responsables militaires présentent un constat clair. Le programme Oliphant n'est pas parfait, mais aucune alternative réaliste n'existe dans les délais imposés par la situation stratégique. L'armée doit choisir entre accepter un char imparfait ou conserver une flotte progressivement dépassée. La première tension surgit lorsque les ingénieurs exposent les limites observées durant les essais intensifs. Ils confirment que la plateforme modernisée fonctionne efficacement, mais qu'elle exige une maintenance plus attentive et une gestion précise de l'usure mécanique. Ces conclusions ne constituent pas un refus technique, mais elles signifient que le char ne pourra jamais atteindre les marges de sécurité d'un véhicule conçu entièrement de manière moderne. Le programme repose désormais sur une acceptation consciente du compromis. Un retournement inattendu apparaît lorsque certains officiers opérationnels prennent la parole pour soutenir le projet avec plus de fermeté que les ingénieurs eux-mêmes. Selon leurs analyses, la mobilité et la puissance de feu obtenues offrent déjà un avantage tangible dans les conditions régionales. Pour eux, attendre un système idéal reviendrait à perdre l'initiative stratégique. Le débat change alors de nature.
La question n'est plus technique mais temporelle. Agir maintenant ou risquer un déséquilibre militaire. La deuxième zone de tension se forme autour de la décision politique. Accepter officiellement le Olifant signifie reconnaître publiquement que le pays doit compter sur ses propres capacités industrielles malgré les sanctions. Refuser le programme exposerait une dépendance technologique devenue impossible à combler rapidement. Les autorités comprennent que la décision aura une portée symbolique dépassant largement le domaine militaire. Le char devient un message de résilience nationale autant qu'un outil opérationnel. À ce moment précis, l'échelle du projet change. Les plans logistiques commencent à intégrer la production en série des versions modernisées, impliquant ateliers militaires, fournisseurs locaux et formations spécialisées pour les équipages. Le programme cesse définitivement d'être expérimental. Des ressources importantes sont engagées pour adapter doctrine, maintenance et formation autour du nouveau véhicule. Un autre élément inattendu renforce la pression. Les services de renseignement signalent une modernisation continue des forces adverses régionales, réduisant encore la marge temporelle disponible. Chaque mois de retard augmenterait le risque opérationnel. Cette information accélère la décision finale. Lorsque le vote interne est finalement organisé, le choix devient irréversible. Le Olifant est officiellement adopté comme char principal, malgré les limites connues. À partir de cet instant, tout l'avenir blindé du pays dépendra de la réussite d'une plateforme née d'une contrainte plutôt que d'un choix idéal. Mais une inquiétude subsiste immédiatement après la décision. Transformer un prototype en flotte opérationnelle impose une épreuve bien différente des essais contrôlés. Les premières unités doivent maintenant entrer en service réel, là où aucune simulation ne peut masquer les conséquences d'une erreur de calcul. Les premières unités équipées du Olifant entrent en service opérationnel dans un contexte où aucune phase d'adaptation prolongée n'est possible. Les équipages reçoivent un véhicule officiellement présenté comme nouveau, mais dont une grande partie de la structure reste héritée du Centurion. Dès les premières manœuvres prolongées, une réalité apparaît clairement. Le char ne peut pas être utilisé exactement comme les modèles précédents, ni comme les blindés modernes observés ailleurs. Les commandants doivent réapprendre la manière d'employer leurs propres forces. La première tension surgit lors des exercices à grande échelle. Le Olifant démontre une puissance de feu et une précision supérieure à celle des anciens véhicules, permettant des engagements à plus longue distance. Cette amélioration change immédiatement le comportement tactique des unités. Pourtant, les équipages découvrent que maintenir ce niveau de performance exige une discipline mécanique plus stricte. Les cycles de maintenance deviennent un élément central de la planification opérationnelle, transformant la logistique en facteur décisif du combat. Un retournement inattendu apparaît lorsque les analyses de terrain montrent que le véhicule se révèle particulièrement adapté aux vastes espaces ouverts des Afriques australes. Sa robustesse structurelle, autrefois perçue comme un héritage du passé, devient un avantage dans les longues opérations loin des bases. Cette efficacité renforce la confiance des commandants et accélère l'intégration du Olifant dans la doctrine blindée. Ce succès dépasse les attentes initiales et pousse l'armée à élargir son emploi plus rapidement que prévu. Mais une seconde zone de tension se forme, presque simultanément. L'utilisation intensive révèle que certaines pièces modernisées nécessitent un suivi constant pour éviter des défaillances progressives. Les mécaniciens doivent développer de nouvelles procédures d'entretien, parfois improvisées à partir de l'expérience accumulée. Le char fonctionne, mais il exige une organisation entièrement nouvelle autour de lui. L'armée commence à comprendre que ce n'est pas seulement un équipement qui change, mais toute la structure opérationnelle. L'échelle du programme s'agrandit lorsque les formations d'équipage sont révisées pour intégrer ces contraintes. Les instructeurs adaptent les méthodes de tir, de déplacement et de coordination afin d'exploiter les forces du Olifant tout en évitant ses limites mécaniques. Progressivement, une doctrine spécifique émerge, différente de celle utilisée auparavant. Le blindé cesse d'être une solution provisoire et devient le centre du système blindé national. Un autre élément inattendu renforce la dépendance. Les évaluations montrent que remplacer rapidement le Olifant par un autre modèle deviendrait désormais extrêmement complexe, car toute la chaîne logistique et tactique s'organise autour de lui. Ce qui devait être une réponse temporaire se transforme en fondation durable. Cependant, à mesure que l'armée gagne en confiance, les rapports techniques signalent une accumulation lente d'usure liée au rythme opérationnel croissant. Rien d'alarmant immédiatement, mais les ingénieurs avertissent que les limites structurelles pourraient apparaître lors des engagements plus exigeants.
Une nouvelle phase d'exercice intensif est alors planifiée afin de tester le véhicule dans des conditions proches d'un conflit réel. Cette fois, les résultats devront confirmer si le pari stratégique peut réellement tenir sur la durée. Les nouveaux exercices commencent alors que le Oliphant est déjà pleinement intégré dans les unités blindées. Les commandants cherchent désormais à mesurer non seulement ses performances individuelles, mais sa capacité à fonctionner dans une stratégie militaire en évolution rapide. Pendant que les équipages perfectionnent leurs procédures, un changement extérieur inattendu commence à modifier l'environnement stratégique. Les signaux diplomatiques indiquent un affaiblissement progressif de l'isolement international qui avait initialement rendu le programme indispensable. La première tension apparaît lorsque certains responsables militaires reçoivent des informations suggérant que l'accès futur à des technologies étrangères pourrait redevenir possible. Cette perspective bouleverse l'équilibre interne du programme. Pendant des années, le Oliphant représentait la seule solution viable. Désormais, une alternative théorique commence à exister. Continuer à investir massivement dans la modernisation devient une décision moins évidente qu'auparavant. Un retournement inattendu se produit lorsque les évaluations opérationnelles montrent que l'armée dépend déjà profondément du système mis en place autour du Oliphant. Les centres de maintenance, la formation des équipages et la planification tactique ont été entièrement adaptés à ce véhicule. Introduire un nouveau char impliquerait de reconstruire une grande partie de cette organisation. Ce qui semblait être une opportunité technologique se transforme en risque structurel. La deuxième zone de tension apparaît dans les discussions industrielles. Les entreprises locales, mobilisées pour soutenir la modernisation, voient dans le programme une base pour développer une autonomie militaire durable. Abandonner ou réduire le projet signifierait ralentir un savoir-faire récemment acquis. Le Oliphant devient ainsi un enjeu économique autant que militaire. La décision dépasse désormais la seule logique du champ de bataille. Un autre élément vient amplifier la situation. Les observateurs étrangers commencent à analyser le modèle sud-africain comme exemple d'adaptation sous contrainte. Certains partenaires potentiels s'intéressent aux solutions techniques développées localement. Ce regard extérieur transforme la perception du programme, qui passe d'une réponse défensive à un symbole d'innovation contrainte. Cette reconnaissance inattendue renforce la volonté de poursuivre les améliorations. Cependant, les rapports techniques continuent de signaler les limites structurelles liées à l'origine ancienne du châssis. Chaque modernisation supplémentaire exige davantage d'ajustements pour préserver la fiabilité. Le projet atteint un point où progresser signifie modifier presque entièrement le véhicule, tandis que s'arrêter revient à accepter ses limites définitives. L'armée se retrouve alors face à une décision stratégique nouvelle. Faut-il préparer une transition vers une génération différente de blindés ou pousser le Oliphant jusqu'à son maximum d'évolution possible? Les exercices intensifs en préparation doivent fournir la réponse. Une série d'évaluations à charge maximale est programmée afin de tester le char dans les conditions les plus exigeantes jamais simulées jusque-là. Cette phase doit déterminer si le pari initial peut encore tenir face à l'avenir. Les essais à charge maximale sont lancés sans marge de sécurité supplémentaire, car les états-majors veulent une réponse claire. Le Oliphant est engagé dans des scénarios combinant longue distance, rythme élevé et coordination avec d'autres unités. Exactement les conditions susceptibles de provoquer les défaillances que les ingénieurs redoutent depuis le début. Dès les premiers jours, le char confirme une partie de ses promesses. Il conserve une capacité de tir efficace et une mobilité suffisante pour soutenir les manœuvres rapides. Mais cette réussite immédiate crée une pression dangereuse. Si le véhicule fonctionne aujourd'hui, le commandement veut l'utiliser davantage demain. La première tension apparaît lorsque les équipes de maintenance observent une accumulation accélérée d'usure sur plusieurs composants soumis à des cycles intensifs. Les mécaniciens signalent que la disponibilité opérationnelle dépend désormais autant de la discipline d'entretien que des performances du char. Dans un rythme réel de combat, cette discipline pourrait être impossible à maintenir. Les responsables doivent choisir entre réduire l'intensité des tests, ce qui préserverait le matériel mais empêcherait de connaître la vérité, ou continuer jusqu'à révéler les limites au risque de dégrader les véhicules. Un retournement inattendu survient lorsque certains résultats montrent que le Oliphant supporte mieux que prévu les contraintes de terrain grâce à sa base structurelle robuste. Cette observation renforce l'argument de ceux qui veulent poursuivre le programme sans transition vers un nouveau char. Pourtant, dans le même temps,
Les ingénieurs constatent que chaque amélioration supplémentaire exige des ajustements de plus en plus complexes. Le char résiste, mais il devient de moins en moins simple à maintenir, ce qui détruit l'une des attentes initiales du projet. La deuxième zone de tension apparaît lors d'une évaluation tactique conjointe. Les commandants remarquent que l'efficacité du Oliphant dépend fortement de la capacité à contrôler le tempo et à éviter certaines situations d'engagement. Cette contrainte impose une adaptation doctrinale. Le char n'est pas un outil universel, mais une plateforme qui exige une manière précise de combattre. Cette découverte remet en question le discours officiel qui le présentait comme solution générale aux menaces blindées. L'échelle politique devient visible lorsque les conclusions provisoires sont transmises à des décideurs civils. Ils comprennent que poursuivre la modernisation implique de financer non seulement le char, mais toute l'infrastructure d'entretien, de formation et de production locale. La question cesse d'être celle d'un blindé et devient celle d'un modèle de défense. Chaque option engage l'économie, la stratégie et la crédibilité internationale du pays. À la fin des essais, une dernière phase est proposée, encore plus exigeante. Elle doit simuler un rythme opérationnel continu sur une durée prolongée. Les ingénieurs avertissent que cette étape pourrait révéler une limite irréversible du châssis d'origine. Les militaires répondent qu'ils ont besoin de certitude, même si elle est mauvaise. Les ordres de préparation sont rédigés pour ce test final. S'il réussit, le Oliphant pourra être considéré comme durable. S'il échoue, la stratégie blindée du pays devra être repensée. La décision d'autoriser cette phase extrême doit être prise lors de la prochaine réunion. Elle sera irrévocable. La phase finale d'essai commence immédiatement, après l'autorisation officielle, sans réduction du rythme opérationnel. Cette fois, le Oliphant doit fonctionner en continu, simulant une utilisation prolongée comparable à un engagement réel. Les équipages alternent sans interruption, les véhicules parcourent de longues distances et les cycles de tir sont répétés afin de tester non seulement la performance, mais l'endurance globale du système. Dès les premiers jours, une évidence apparaît. Le char peut supporter des contraintes élevées, mais seulement si chaque élément de soutien fonctionne parfaitement autour de lui. La première tension surgit lorsque les équipes techniques constatent que la réussite dépend moins du blindé lui-même que de l'organisation entière construite pour le maintenir opérationnel. Le Oliphant n'est plus simplement une machine, il devient un système complet, exigeant une coordination constante entre équipage, maintenance et logistique. Cette découverte renverse l'attente initiale, selon laquelle une modernisation devait simplifier la situation. Le pays a créé une capacité efficace, mais fragile dans son équilibre. Un retournement inattendu intervient lorsque les résultats montrent que le char atteint un niveau de fiabilité acceptable dans les conditions prévues. Les performances permettent de maintenir la doctrine blindée nationale sans remplacement immédiat. Cette réussite valide des années des efforts industriels et militaires. Pourtant, les ingénieurs observent simultanément que toute modernisation supplémentaire nécessiterait des transformations proches d'une reconstruction totale. Le programme atteint un plafond technique que les améliorations progressives ne peuvent plus dépasser. La deuxième zone de tension apparaît lors des discussions stratégiques qui suivent les essais. Les responsables militaires comprennent que continuer sur cette voie signifie accepter un modèle basé sur l'adaptation constante d'une plateforme ancienne. Passer à une nouvelle génération de blindés demanderait au contraire de réorganiser l'industrie, la formation et la doctrine entière. Aucun choix ne garantit la sécurité sans coût majeur. Le succès du Oliphant devient paradoxalement le principal obstacle à son remplacement. L'échelle du problème s'élargit encore lorsque les décideurs politiques évaluent l'impact international du programme. Le char représente désormais la preuve que le pays peut développer ses propres solutions malgré l'isolement. Abandonner cette voie risquerait d'affaiblir cette image. Continuer impose cependant d'investir durablement dans un système né d'une contrainte exceptionnelle. La décision dépasse la technique et touche à la définition même de l'autonomie militaire. Au terme des évaluations, une conclusion s'impose sans résoudre le dilemme. Le Oliphant a permis de préserver une capacité blindée lorsque aucune alternative n'existait. Mais il laisse une question ouverte sur l'avenir. Faut-il poursuivre l'indépendance industrielle au prix de compromis permanents ou accepter une transformation complète vers d'autres technologies? Le choix reste suspendu et ses conséquences dépasseront largement le destin d'un seul char. Si cette histoire vous a intéressé, mettez un like
Écrivez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour les prochaines analyses militaires détaillées.